Place au parti pris. Nous rejoignent Ruth Elkriyev pour la politique, Abnouch Chalmani pour l'international, Pascal Perry pour l'économie. Bonsoir à vous trois. Et c'est vous qui commencez, Ruth, votre parti pris politique. Si ces municipales sont aussi révélateurs des changements d'équilibre politique, vous dites qu'il y a une forme d'aveu du côté de Jordan Bardella qui expose sa nouvelle stratégie. Oui, le Rassemblement national est à droite, ce que ne disait pas forcément Marine Le Pen. Alors on a longuement parlé des alliances d'appareil à gauche, c'est clair, à droite il n'y en a pas. Mais en revanche, on assiste à une forme de ballet, de chassé-croisé, où chacun cherche à séduire les électeurs de l'autre. Et en l'occurrence, depuis dimanche soir, Jordan Bardella multiplie les œillades à la droite. Le voilà presque soudain, devenu lui-même du peuple de droite. Écoutez. J'ai effectivement fait le choix de tendre la main aux listes de droite de manière à pouvoir unir nos forces. Nous avons fait aussi alliance avec la droite, mais moi je suis dans une démarche d'ouverture. Nous devons rassembler tous les Français et parler aussi à ce peuple de droite qui ne se sent plus représenté par les Républicains. Voilà, alors c'est vrai que c'est pas tout à fait le même discours que Marine Le Pen. Pas du tout même. Écoutez, en septembre dernier sur le plateau d'Arius Rochebin. Moi, je me positionne au-dessus de cela. Voilà, je suis ni de droite, ni de gauche. J'œuvre pour mon pays. Et cet après-midi encore, écoutez. Et la ligne du Rassemblement national, c'est ni droite ni gauche, c'est clair. Il est, lui, ni droite ni gauche. Nous ne sommes ni de droite ni de gauche. Nous sommes des patriotes. Voilà, alors c'est vrai que, ce sont deux lignes. Alors la question c'est est-ce que ce sont deux lignes complémentaires ou deux lignes opposées ? En réalité, elles sont en train de cheminer ensemble parce que de fait, il y a deux électorats. Il y a un électorat du Sud qui est très à droite et il y a un électorat du Nord qui est plus compliqué à aller chercher. On l'a très souvent dit et ça n'a pas vraiment changé. Mais ce qui est vrai, c'est que Jordan Bardella a poussé un peu plus les feux cette fois-ci. Par exemple, il a dit qu'il allait voter à titre personnel pour Rachida Dati à Paris. C'est peut-être une des premières fois qu'il dit aussi clairement une forme d'identification à la droite classique. Alors c'est peut-être un cadeau empoisonné pour la candidate, mais en tout cas, il veut s'identifier ou en tout cas dire qu'il comprend la préoccupation ou le souci de cette population. Sous-entendu, d'une certaine façon, nous appartenons au même camp. Assez large. Alors, c'est vrai qu'à Paris, le score du RN était ridicule, donc c'était pas difficile en quelque sorte pour lui, parce que Paris n'est pas la France. Dans de nombreuses autres villes, au contraire, le candidat RN se maintient toujours lorsqu'il le peut, même lorsque la gauche est favorite. Et l'objectif, c'est d'obtenir des postes de sénateurs en septembre prochain. Et donc, ce qu'on comprend dans cette stratégie de Jordan Bardella, c'est que dans les villes petites et moyennes du Nord, Pas-de-Calais, surtout du Sud, les maires sortants RN ont été élus ou réélus dès le premier tour, dans 24 villes, et leur maillage continue à s'étendre. Mais dans les 60 villes où ils sont arrivés en tête, la victoire est loin d'être sûre. Et donc ils ont besoin des électeurs de droite. Ils ont besoin du report des voix des électeurs de droite. Mais on pourrait dire, on découvre la lune, c'est-à-dire que c'est quand même plutôt les électeurs de droite qui traditionnellement sont susceptibles de voter pour le Rassemblement national. C'est plus compliqué parce que il y a une porosité effectivement des deux électorats et elle est de plus en plus importante. Mais dans certaines villes et dans certaines régions de France, l'électorat du Rassemblement national n'a rien à voir avec les LR. Il n'en veut pas et il n'est critique et il n'est pas sociologiquement du tout semblable. Donc c'est aller les chercher. Et pour aller les chercher, c'est qui maintenant l'électorat LR ? C'est Jean-Daniel Lévy dans une étude pour la Fondation Jean Jaurès qui les décrit d'une certaine façon. Et maintenant, LR s'adresse au CSP++. Et même pas aux habitants des métropoles. Là, ils sont perdus, c'est-à-dire et le RN et LR ne sont plus présents dans les métropoles ou très peu. C'est la gauche et les écolos qui sont beaucoup plus forts. Mais l'électorat LR, c'est vrai que de fait, l'électorat RN, c'est beaucoup plus homogénéisé. Et ceux qui lui résistent encore sociologiquement, c'est les gens avec des revenus plus élevés et des gens des villes moyennes. Parce que à l'inverse, le LR, dans ces élections, s'est montré fort dans les villes de plus de 9000 habitants. Il a plutôt consolidé son implantation et plutôt développé. Donc, c'est pour ça qu'aujourd'hui,
par rapport à ces 60 villes qu'il aimerait bien conquérir, Jordan Bardella, il veut endosser le costume de la droite. Mais de fait, la main tendue est restée vide. Et est-ce que ça ne correspond pas aussi à une conviction profonde de Jordan Bardella, qui se sent peut-être plus de droite, entre guillemets, que Marine Le Pen? Alors, il peut avoir cette conviction profonde, et on l'a vu quand il est allé rencontrer un certain nombre de chefs d'entreprise, on en a longuement parlé ici. Mais le problème, c'est que électoralement, il prend un risque très important de perdre une partie de son électorat. Parce que s'il est trop libéral, il va perdre une partie de l'électorat qui est plutôt populaire et qui ne veut pas de solution libérale. Donc en fait, il est tenu quand même dans une seringue. Il peut pas être complètement de la droite classique. Il n'a pas cette marge de manœuvre. C'est pour ça qu'elle lui rappelle un peu ses fondamentaux, Marine Le Pen. Hein. Oui. Alors, encore une fois, est-ce que c'est pas une stratégie de complémentarité? Est-ce qu'il n'y a pas une forme de cheminement commun d'une certaine façon? On dit les mêmes choses, on dit deux choses un peu différentes, mais on continue. En tout cas, la main tendue est restée vide et l'appareil LR s'est montré totalement insensible à ces appels. Pas question de rééditer le fatal accord de Dreux avec le Front National en 83 ou les accords des régionales de 98, parce que LR a maintenu Martine Vassal au deuxième tour à Marseille, par exemple. LR... Alors qu'elle peut gêner donc Franck Alizio du Rassemblement. Exactement, parce que typiquement, ces électeurs auraient pu être tentés pour renverser le maire socialiste Benoît Payan d'aller voter RN. De la même façon, le candidat LR s'est carrément retiré face à Laure Lavalette à Toulon. Donc, en posant une difficulté supplémentaire à Laure Lavalette à Toulon. Mais ce qui s'est passé aujourd'hui est en train de brouiller un peu cette stratégie LR, qui est d'être autonome et indépendant, puisque Bruno Retailleau a lâché Christian Estrosi à Nice. Et il a semé le trouble, puisqu'il a donné l'impression de soutenir, ou en tout cas de ne pas assez s'opposer à Éric Ciotti, l'allié du RN. Écoutez. Je ne donne pas de consignes dans les conditions de cette campagne absolument délétère, dans laquelle je ne me retrouve pas. C'est désormais aux électeurs et à eux seuls de choisir. Vous me parliez justement des urnes. Eh bien, je vous réponds par les urnes. Voilà. Donc à ce moment-là, ça a été un tollé. À Horizon et chez Gabriel Attal qui soutiennent Christian Estrosi, mais aussi à LR. Parce que Xavier Bertrand a immédiatement accusé quelle indignité en refusant de réaffirmer le soutien des Républicains à notre chef de file Dominique Estrosi et Christian Estrosi. Insidieusement, Bruno Retailleau apporte son soutien à Éric Ciotti. Michel Barnier, président de la Commission nationale d'investiture, a dit non, moi j'ai donné notre accord pour soutenir sans ambiguïté Christian Estrosi au deuxième tour. Gérard Larcher de la même façon. Donc là, il y a eu une forme de récupération cet après-midi pour dire attention, le dérapage de Bruno Retailleau qui a eu l'air d'ouvrir la porte à Éric Ciotti, donc un peu au Rassemblement National, il faut corriger ça. Et il a dû s'expliquer en disant ce soir qu'il soutenait pas Éric Ciotti, mais il a semé un doute parce que c'était trop tard et trop ambigu. Et il y a des gens qui se sont inquiétés ce soir, ils ont dit mais enfin, ça fait quelques jours que les projecteurs se braquaient sur les compromissions de la gauche, et voilà maintenant qu'elle se tourne vers nous. C'est dommage. En effet, c'est dommage. Et c'est vrai que c'est peut-être un cas très particulier pour Bruno Retailleau, parce qu'Éric Ciotti était son collègue dans le même parti depuis 30 ans. Oui, mais enfin, ils se sont opposés. Oui, c'est plus parce que l'électorat d'Éric Ciotti est un électorat auquel veut parler Bruno Retailleau, lui aussi, très à droite. Alors, je suis vraiment pas certaine, parce que je sais pas, j'ai un peu regardé la campagne de Nice. Personne n'a envie d'y mettre un petit doigt, quoi. Ça a été insulte sur insulte, ça a été extrêmement violent, et c'est vrai que ça fait longtemps que Christian Estrosi est en poste, qu'il y a quand même des chances pour qu'il perde, et elle est s'accrocher à lui. Je pense que Bruno Retailleau a plus pensé en disant non mais il faut surtout pas qu'on mette genre on se retire, on n'a rien à voir avec ça. Il n'a pas appelé non, bien sûr. dire voter Éric Ciotti. Donc c'est plus c'était calamiteux. Enfin c'était cette campagne de violence inouïe. Moi je comprends qu'on n'y aille pas, et je trouve que très rapidement le fait qu'on lui saute à la gorge en disant indignité, c'est un scandale, etc. Il a pas dit voter Ciotti. Il a dit ne nous en mêlons pas, ça pue, pour le dire simplement. Oui, mais ils ont soutenu Rachida Dati à Paris. Et donc ils attendent la même chose. Et donc c'est ça, quand on est dans une campagne, on peut pas dire exactement ce qu'on pense. Qu'on a fait des alliances et qu'on a reçu, on doit rendre, c'est compliqué. Pascal ?
Non, ce que vous évoquiez sur le Rassemblement national, au-dessus des partis, ni à droite ni à gauche, me rappelait la formule de François Mitterrand. Alors il l'avait utilisée pour les centristes. Le Rassemblement national n'est ni de gauche, ni de gauche. Vous gardez la parole, Pascal. Votre parti pris économique alerte financière de la Cour des comptes sur les énergies renouvelables, donc le solaire, l'éolien en particulier. Et alors c'est particulièrement intéressant dans le contexte que vous évoquez chaque jour, qui est un contexte de crise de l'énergie. On est très dépendant des hydrocarbures. On sait que sortir des hydrocarbures va nous coûter cher. Alors on accepte de payer notre dépendance au prix fort. Maintenant, il faudrait savoir quel sera le prix de notre indépendance. Et c'est précisément ce qu'explore la Cour des comptes, qui rend un rapport épinglant le coût des renouvelables. Alors, il faut être à charge et à décharge une fois de plus. La Cour l'avait déjà fait pour les EPR2. Dans le match nucléaire contre ENR, énergie renouvelable, il y en a des deux côtés. C'est vrai que l'énergie va nous coûter cher à l'avenir. La différence quand même entre les renouvelables et le PR2, c'est que le PR2, le nucléaire, est pilotable, il n'est pas intermittent, alors que les énergies renouvelables, elles, sont intermittentes. Alors, avec les renouvelables, il faut dire qu'on a une histoire assez récente, une histoire assez jeune. En réalité, ça apparaît en France vraiment au début des années 2000, et la priorité est donnée en termes de politique publique, parce que ça fait chouette d'avoir des moulins à vent, elle est donnée dans ces années 2000 avec une accélération très nette du calendrier sous le mandat de François Hollande. Mais entre 2016 et 2024, c'est ce que nous dit la Cour des comptes, la part des ENR est passée de 18 à 27% dans ce qu'on appelle le mix énergétique. Alors, il y a du nucléaire, il y avait un peu de gaz, il y a beaucoup d'hydraulique, et puis il y a des énergies renouvelables, mais c'est 26 milliards d'euros d'argent public dépensé. Est-ce que ça les vaut ? Alors, c'est la question, parce que pour stimuler le marché des ENR, l'État s'est engagé à financer ces énergies en faussant le marché et en créant aussi au passage ce que Monsieur Lecornu appelle lui-même des rentes de situation, parce que l'État a contractualisé avec des entreprises en les assurant un prix d'achat du kilowatt ou du mégawatt renouvelable à des niveaux qui sont relativement élevés. J'ai envie de vous dire que si les ENR étaient naturellement rentables, elles n'auraient pas besoin d'argent public. Quels ont été d'ailleurs les mécanismes ? Des centrales de production. Alors c'est des fermes éoliennes, c'est des champs solaires, sous obligation d'achat de toute la production pour l'État. Donc le prix il y a la quantité et le prix qui étaient garantis. Puis il y avait un deuxième cas de figure, des centrales dans lesquelles l'État payait le complément entre le coût de production et le prix de marché. Mais ça nous dit quand même que c'est un modèle qui appelle de l'argent public. Et le problème, c'est que la facture s'alourdit. 7 milliards et demi d'euros l'an dernier, en 2025, on s'aperçoit que la contribution publique est croissante. Et deuxième élément qu'on évoque assez peu souvent, la priorité de passage des ENR sur le réseau, sur les autoroutes électriques, à un prix qui est celui de l'arrêt du nucléaire. On est obligé de modérer les centrales nucléaires. Alors ça s'appelle la modulation, et la facture chaque année est de 360 millions d'euros. Je vois d'ailleurs un troisième problème, qui est qu'on est dans une situation de surcapacité. Le marché est surcapacitaire aujourd'hui. Donc pour se débarrasser de l'électricité, parfois, je l'ai évoqué il y a quelques jours, on est obligé de s'en débarrasser à tout petit prix, voire dans certains cas à prix négatif. Et donc pour conclure, je voudrais faire simplement une réflexion de caractère politique. Moi, je comprends parfaitement la nécessité du mix énergétique. En revanche, je ne comprends pas... nucléaire plus renouvelable. Mais sur une base nucléaire plus hydraulique à 80%, le renouvelable quand on peut. Pourquoi ? Parce qu'il y a en France une espèce de posture politique qui est celle du complexe des renouvelables, en réalité. Un peu comme si les gouvernements qui dirigent ce pays avaient été ultra sensibilisés aux injonctions des écologistes et des ONG, des environnementalistes notamment. C'est encore moins compréhensible quand c'est de la part de gouvernements qui sont des gouvernements centristes, libéraux ou de droite. Pourquoi ? Parce que ces ENR, il faut dire la vérité. C'est-à-dire, on peut écouter les écologistes, moi pardon, je préfère écouter les ingénieurs. Les ENR, c'est à ce stade inefficient sur le plan économique, et c'est de surcroît pour la majorité actuelle, enfin, ou le gouvernement actuel, il n'y a plus de majorité dans le pays, le gouvernement actuel, je pense à Monsieur Lecornu et à la loi de programmation de l'énergie pour les années qui viennent, inefficace sur le plan politique. Pourquoi ? Parce que faire plaisir aux écologistes, c'est aussi aiguiser leurs appétits.
Peut-être qu'un jour, la Cour des comptes fera un rapport pour comparer le coût du nucléaire, le coût du renouvelable et rendre ses... Ah ben on les connaît, c'est 60 € le mégawattheure sur le parc historique pour le nucléaire, ce sera probablement 100, 110 sur les EPR, mais on est face à des énergies qu'on peut piloter. Or, c'est un marché de la demande, il faut produire quand la demande s'exprime. Abnous, c'est presque une fable de La Fontaine. Le pire adversaire de l'USS Ford, l'un des 2 gros porte-avions américains dans la région, n'est pas l'Iran, n'est pas les missiles, n'est pas les roquettes, n'est pas les drones, non, c'est la blanchisserie. Ouais, ça va un peu plus loin. C'est une enquête du New York Times qui nous apprend que rien ne va plus sur le plus grand porte-avions du monde, faut quand même le dire, l'USS Gerald Ford. Le 12 mars 2026, un incendie s'est déclenché dans la ventilation d'un sèche-linge de la buanderie principale du porte-avions américain. Oui, ça peut faire des dégâts. Le commandant de l'USS Ford a minimisé l'incendie en la qualifiant, je cite, de non lié au combat et de dommages limités. Mais 4 jours plus tard, le New York Times sort son enquête et nous apprend que les marins ont combattu les flammes pendant plus de 30 heures, que plus de 600 marins ont perdu leur couchette partie en fumée, donc ils sont obligés de dormir assis par terre sur des chaises là où ils peuvent. Des dizaines d'autres marins ont été hospitalisés pour inhalation de fumée. 2 blessés ont été officiellement annoncés. Je rappelle que 4500 marins et pilotes de chasse cohabitent sur l'USS Gerald Ford. Alors c'est déjà assez grave. Mais voilà que nous apprenons dans la foulée que Qu'est-ce qu'elle va nous dire? Pardon, d'avance que les 650 toilettes de l'USS Ford ne fonctionnent pas correctement sur un navire à 13 milliards de dollars. Ça la fout mal quand même. Le système d'évacuation des eaux usées par aspiration se bouchant régulièrement, les marins et les pilotes sont obligés de faire la queue parfois jusqu'à 45 minutes pour pouvoir accéder à des toilettes fonctionnelles. On imagine la scène lors d'une attaque. Hein. C'est ça. Attendez, Et ça crée d'autres problèmes médicaux. Bref, j'ai eu plein d'images cet après-midi en lisant ça. La marine a dû intervenir 42 fois pour des problèmes de plomberie depuis 2023, 32 fois en 2025. Chaque déboussage par rinçage à l'acide coûte 400 000 $. C'est énorme. Je suis désolée. Hier, on était dans la poésie, la fête du feu, machin, et là, paf, les chiottes. Comment cela a pu être possible, allez-vous me demander? Eh bien, en rappelant que l'USS Ford a appareillé de Norfolk en Virginie le 24 juin 2025 pour se rendre en Europe du Nord, puis aux Caraïbes pour aider à la capture de Maduro, puis en Méditerranée, puis il a franchi le canal de Suez le 5 mars 2026 pour rejoindre la mer Rouge, le théâtre des opérations. Résultat, mi-avril, enfin s'il tient jusque-là et s'il y a encore des toilettes fonctionnelles, l'USS Ford battra le record du déploiement le plus long depuis la fin du guerre de Vietnam, record détenu jusqu'alors par l'USS Abraham Lincoln dans son déploiement lors du Covid, soit 321 jours. C'est sûr que ça met à l'épreuve la ventilation de la blanchisserie. Ah non, mais c'est tout, voilà. Et les choses se corsent quand on sait que l'USS Ford devait effectuer une grande révision et une maintenance début 2026 qui a forcément été annulée pour cause de guerre. Bien entendu, le Pentagone n'ignorait rien des problèmes qui allaient se poser. L'amiral James Kilby, vice-chef d'opérations navales, a informé les législateurs que le porte-avions ne rentrerait pas avant mi-mai, donc il va battre son record, et que pour pallier à la fatigue du porte-avions, l'USS George H.W. Bush, le père, est en cours de déploiement pour relever le Ford, d'autant plus que l'USS Abraham Lincoln, lui aussi, commence à sérieusement fatiguer. Mais, que les choses soient claires, la capacité, je veux dire, de feu, les avions qui décollent, est intacte. C'est-à-dire que, pour ce qui est du domaine militaire, tout se porte bien, c'est juste la maintenance, et que, en vérité, je suis désolée, les marins sont crevés. Les pilotes sont crevés, ils n'ont pas fait d'arrêt, et le Pentagone était au courant. Et évidemment, vous avez le problème, ça reste l'imprévisibilité, pour être poli, de Donald Trump. Il est de notoriété publique qui ne lit pas les notes de qui que ce soit. D'ailleurs, il s'en vante comme une marque de bon sens et d'instinct, dit lui-même. Son ancien chef d'état-major John Kelly l'avait déclaré à The Atlantic en 2024. Il ne lit pas, il n'écoute pas. C'est simple. Son premier secrétaire à la défense, James Mattis, avait démissionné en partie à cause de ses décisions prises sans parler, sans lire les notes, sans savoir où il va. Et c'est ça le problème. C'est vraiment, je pourrais le résumer par l'insupportable légèreté de Donald Trump, parce que quand même, se débarrasser de la monarchie est une affaire sérieuse. Et je trouve pas ça vraiment très professionnel d'envoyer des marins épuisés sur un bateau épuisé qui déborde sans avoir vérifié avant. L'intendance suivra, disaient certains présidents. Les effets collatéraux. Mais là, ça suit pas du tout. C'est pas toujours vrai. Non, là, ça suit pas. Merci à vous trois pour ces parties prises.